parler d'intelligence artificielle, comme on l'a dit, un certain nombre d'annonces sur les transformations cataclysmiques qui vont se profiler ont été faites ces dernières années. Vous avez tous entendu les annonces de Stephen Hawking, de Elon Musk, de Bill Gates, les annonces de scientifiques aussi, comme Stewart Russell, par exemple, ou de prix Nobel de physique, qui expliquent que l'intelligence artificielle, non seulement a transformé le monde, mais elle risque de transformer l'homme, de signifier la fin de l'homme. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, la question qu'on se posait, c'était de savoir qui contrôlait l'intelligence artificielle, et demain, la question sera de savoir si l'intelligence artificielle ne nous contrôle pas. Il y a donc un risque de dépossession par l'homme de son destin. Alors, cette question est très intéressante parce qu'elle est posée au moment même où l'intelligence artificielle enregistre un nombre impressionnant de succès. Vous avez vu dernièrement, par exemple, AlphaGo qui gagne contre le plus grand joueur, l'un des plus grands joueurs mondiaux au Go. On parle de la voiture autonome, on parle de Siri qui fait de la reconnaissance de la parole, on parle d'agents intelligents. Et donc, comment se fait-il qu'au moment même où l'intelligence artificielle enregistre ses succès, on parle du danger de l'intelligence artificielle? D'une certaine façon, l'un nourrit l'autre, puisque c'est justement le succès de l'intelligence artificielle qui, en lui-même, recèle un peu cette source d'inquiétude sur les limites, l'absence de limites de l'intelligence artificielle. Alors, ces déclarations sont un tout petit peu paradoxales parce que, non seulement, je l'ai dit, elles viennent au moment des succès de l'intelligence artificielle, mais les gens qui énoncent ces déclarations, les gens qui annoncent cette fin du monde liée à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la singularité technologique, ce sont en même temps des grands acteurs de l'intelligence artificielle. Songeons que l'Université de la Singularité est financée en grande partie par Google, par exemple, qu'Elon Musk, qui réalise la voiture Tesla, qui est autonome, fait des annonces de ce type-là, et puis nous pourrions bien sûr multiplier ces déclarations. Donc il y a un paradoxe qui existe aujourd'hui et qui est lié à ce type d'annonce. Alors, on pourrait même ajouter que ce qui est très curieux, c'est que ces gens qui ont des situations d'autorité, qui sont reconnus, qui sont des ingénieurs, des scientifiques, si on analyse de façon précise ce qu'ils disent, leurs arguments, du point de vue scientifique, ne tiennent pas la route. Ils se fondent tous sur une continuation de la loi de Moore, et ils disent d'une part qu'elle va se continuer indéfiniment, ce qui pose un certain nombre de problèmes, mais quand bien même elle se continuerait indéfiniment, ça ne veut pas dire que les machines vont devenir plus intelligentes que nous et qu'elles vont avoir une conscience qui va nous déposséder. Donc on peut se demander pourquoi. Et c'est ce que je vais essayer de faire ici devant vous. Alors, première chose, il faut d'abord dire que l'intelligence artificielle, on l'a dit tout à l'heure, a transformé le monde dans ces 60 dernières années. Un exemple, le web. Les gens ne s'en souviennent pas assez, c'est le couplage des réseaux et de l'hypertexte. Or, l'hypertexte est un modèle de mémoire qui a été conçu avec des techniques d'intelligence artificielle et qui a été publié pour la première fois en 1965 dans une conférence d'intelligence artificielle. Et puis, on peut bien sûr continuer toutes les grandes innovations qui ont transformé le monde depuis 60 dernières années. Ça n'est pas la physique, elle a été faite avant, elle a eu un rôle important, mais c'était bien avant. Ça n'est pas la biologie, même si la biologie peut apporter des transformations majeures. Jusqu'à présent, l'allongement de la durée de la vie, ça n'est pas lié à la biologie. En revanche, c'est l'intelligence artificielle. Alors, je crois que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que si l'intelligence artificielle a transformé le monde pendant les 60 dernières années, je crois que ce qui va venir est encore plus important que ce qu'il y a derrière nous. Alors, qu'est-ce que c'est qui va venir ? Ça a été un peu dit tout à l'heure. C'est que les grands secteurs économiques, à mon sens, vont basculer du fait de l'intelligence artificielle parce que nous sommes dans une société numérique et que le traitement de l'information est à la clé d'un certain nombre d'éléments.
Alors pour ça, je voudrais prendre un premier exemple, assez simple. Vous avez vu, depuis quelques mois, un certain nombre de grandes sociétés s'intéressent aux agents conversationnels, à ce qu'on appelle les chatbots. Ça fait longtemps que les chatbots existent, mais on peut se demander pourquoi ces sociétés s'y intéressent. Alors je prends comme exemple, Google s'y intéresse, Amazon avait créé ce petit cylindre Echo avec l'idée d'y mettre un agent conversationnel, Apple avec Siri d'abord, et puis surtout avec Vive Now, veut faire un agent conversationnel, et puis on peut multiplier. Vous vous souvenez que Microsoft a fait un agent conversationnel, Take a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Alors pourquoi ces sociétés s'intéressent tant aux agents conversationnels? Je crois que la raison est assez simple. C'est que, avec ces agents conversationnels, vous allez avoir des portes d'entrée vers un certain nombre de secteurs de l'économie. Pensons par exemple à Vive, l'agent conversationnel d'Apple. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous propose d'acheter des pizzas de façon simple. On dit que c'est un agent convivial, il utilise beaucoup de techniques, les techniques classiques, des chatbots, plus de l'apprentissage pour pouvoir déterminer le contexte, pour pouvoir essayer de saisir le sens de n'importe quelle conversation. Peu importe l'aspect technique. Des pizzas, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire commander des pizzas? Ça veut dire que tout le secteur de la restauration rapide aura comme porte d'entrée les agents conversationnels. Ça veut dire que vous allez avoir Apple qui va maintenant avoir un rôle déterminant dans la restauration rapide. Et puis maintenant, on peut aller plus loin. Il y a d'autres secteurs comme ça qui ont totalement basculé. Vous vous souvenez des téléphones portables? Au début, qui étaient les grands acteurs sur les téléphones portables? C'était les opérateurs. Vous vous souvenez, sur le téléphone, vous aviez Orange, le petit écusson Orange. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un Apple ou un Samsung. Ce sont donc les constructeurs qui ont pris le marché. Et puis ça peut aller plus loin, bien sûr. Vous allez avoir énormément de domaines où les techniques d'intelligence artificielle vont permettre d'être la clé d'entrée sur le marché. La voiture, par exemple, l'automobile, pendant longtemps, c'était les constructeurs automobiles qui étaient la clé d'entrée. C'était Peugeot, Renault, Mercedes, etc. Et qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Ce qu'on va avoir, c'est que vous allez avoir comme porte d'entrée l'ordinateur qui sera sur la voiture autonome, et ce seront eux qui seront les maîtres du marché de l'automobile. Donc qu'est-ce que je crois il est important de noter? C'est donc que l'intelligence artificielle va être à la clé de restructuration complète du paysage industriel, du paysage politique aussi. Qu'est-ce que veulent un certain nombre de grands acteurs de l'Internet? Ce n'est pas simplement maîtriser des marchés, ils les ont déjà. Ils ont déjà des positions dominantes. Ils veulent aller plus loin. Leur ambition est beaucoup plus grande que cela. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent, d'une certaine façon, non pas dominer le monde, mais assumer ce qui relevait des prérogatives régaliennes des États. On a parlé tout à l'heure de souveraineté, je crois que c'est exactement de ça dont il est question. Quelles sont ces prérogatives régaliennes des États? On les connaît, les prérogatives les plus classiques, c'est quoi? C'est la sécurité intérieure, c'est la sécurité extérieure, la défense, c'est la finance, la monnaie, battre monnaie, collecter l'impôt, c'est la justice. Alors maintenant, on peut prendre un certain nombre d'exemples. Par exemple, sécurité intérieure. Vous avez vu qu'une des grandes réussites liées aux techniques d'intelligence artificielle, c'est la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, ça sert à quoi? Bien sûr, le maire de Nice voulait introduire des systèmes de reconnaissance faciale dans la ville de Nice pour pouvoir essayer de repérer pendant l'Euro 2016 les gens qui étaient fichés. Malheureusement, ça pose des problèmes parce que reconnaître dans la rue, ce n'est pas la même chose que de reconnaître sur un écran. Et puis d'autre part, les lois de la République interdisent que l'on transmette les images des personnes fichées à même une mairie. Donc, c'est quelque chose qui ne marche pas. En revanche, aujourd'hui, les systèmes mis en place par Google, les systèmes mis en place par Facebook, le système DeepFace, ont des performances extraordinaires. Si vous avez quelqu'un devant son écran, le système de Google qui apprend sur 200 millions d'images, vous vous rendez compte? Avec des techniques d'apprentissage profond. Et la performance sur 200 millions d'images, c'est quoi? C'est une reconnaissance de l'individu avec 99,63%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sécurité va être assumée par ces acteurs
de chez eux, ils vendront à votre banquier un système de sécurité qui sera plus fiable que tout ce que l'État est capable de fournir. Ce sera d'autant plus fiable qu'ils ont toutes les photos, alors que l'État ne dispose pas de ces photos. Voilà l'exemple d'une prérogative régalienne qui risque d'être assumée par ces opérateurs. Et puis, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin sur d'autres prérogatives. Par exemple, Google qui peut établir le cadastre bien mieux qu'un certain nombre d'États, comme la Grèce, par exemple, dont on sait qu'elle n'a pas de cadastre. Ou ça peut être, allons plus loin encore, la possibilité de battre monnaie avec soit le bitcoin, soit même des systèmes de paiement avec des ordinateurs ou avec des téléphones portables qui vont changer complètement à la fois l'économie mondiale, mais aussi l'autorité de l'État sur ces différentes choses. Donc ce sont ça les transformations majeures qui vont advenir dans les années qui viennent. Et je crois que la question que posaient les grands acteurs de l'Internet, Google par exemple avec l'Université de la Singularité, ou toutes ces autorités qui nous annoncent des catastrophes dans les années à venir, c'est quoi? C'est de nous dire l'intelligence artificielle va nous contrôler, c'est elle qui va prendre le pouvoir. Alors la question c'est de se dire, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Pourquoi ces gens disent ça? Et moi ce que je crois, et je crois que c'est ça l'essentiel, c'est que la raison pour laquelle ils annoncent ça, c'est qu'ils veulent nous raconter une fable, une grande peur, une frayeur, qui nous dit « tout est fait, tout est déjà fait, il n'y a plus de liberté ». Et je crois que ce qu'il est important de dire aujourd'hui, c'est que cette fable n'a aucun fondement, qu'au contraire, tout l'avenir est ouvert, que le monde à construire nous ouvre énormément de portes, de possibilités. L'imagination, je crois, doit être au pouvoir et il ne faut pas laisser ces grands acteurs dominer l'ensemble de la planète. Je pense qu'ici, tous ces risques qui nous ont été annoncés, tout cela n'ont aucun fondement pour l'avenir. Et je crois que ce qui est extrêmement important pour l'avenir, c'est que les peurs, les fables, l'imagination, qu'elles soient au service de la liberté, de la libération, et pas qu'elles ne nous masquent pas ici les risques et les vrais dangers. Et ces vrais dangers, je crois qu'il faut le répéter ici, ces vrais dangers, c'est quoi? Eh bien, je crois que c'est effectivement cette perte de souveraineté, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre d'acteurs qui se substituent aux États pour assumer ces prérogatives régaliennes. On vient de le dire ici, et je suis extrêmement content qu'on l'ait dit, le problème est un problème politique. C'est peut-être pas de présenter un candidat à la présidence de la République, même si ça peut être tout à fait intéressant parce que ça peut permettre de faire comprendre ces choses-là. Mais le problème, il est politique au sens fort, c'est-à-dire que c'est le risque de disparition des États, des nations telles qu'on les connaît, au profit d'une société qui sera complètement différente, dans laquelle il n'y aura pas de vote, parce que vous ne votez pas pour les dirigeants de Google, vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe. Un exemple tout à fait intéressant là-dessus, c'est ce qui s'est passé avec la société Apple. Vous vous souvenez, après la tuerie de San Bernardino, quand le FBI a voulu décoder les conversations que les tueurs de San Bernardino s'échangeaient, la société Apple a refusé d'autoriser ce décodage. Or, vous savez que jusqu'à 1998, en France par exemple, et aux États-Unis l'équivalent, le cryptage était interdit. Plus exactement, on avait un cryptage, mais qui devait laisser l'État gouverner souverainement et qui devait permettre à l'État de voir exactement ce qui se produisait, ce qui s'échangeait comme information. Et donc, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? Quel est le risque? Eh bien, c'est effectivement d'avoir des acteurs qui échappent totalement à la souveraineté politique. Et donc, pour conclure, je crois que ce qui est important, c'est de dire donc que toutes ces fables qui nous ont été racontées, ces dangers, correspondent à des peurs antiques, puisque ça fait écho à des mythes très anciens, le mythe du golem, par exemple, et puis on pourrait remonter dans l'Antiquité. Ces mythes
Ce sont des mythes qui sont ambivalents, ils montrent la perfection qu'il faut pour faire une machine et la capacité qu'il faut pour détruire la machine si elle devient dangereuse. Je crois que la sagesse du futur, c'est justement celle-là, c'est d'arriver à examiner le futur et à conserver notre liberté. Et donc, pour conclure, je crois qu'il faut bien faire attention à ce que les peurs, les grandes peurs qu'on nous raconte, ne nous masquent pas les vrais dangers. Et je crois que ce qui importe, c'est justement d'être capable de les regarder en face, de comprendre les risques, de les mesurer et de réagir à partir de cela. Merci.